manière à ce que tout le monde puisse bien sûr la suivre. L'idée, encore une fois, hein, c'est de bien basculer dans la sensibilisation. Alors, pour essayer de bien comprendre un petit peu ce que j'évoquais sur un état des lieux et peut-être une compréhension finalement de ce qu'est ou de ce que serait l'économie circulaire, bah, le meilleur moyen, c'est de comprendre finalement d'où on part, qu'est-ce qu'on a défini et comment on l'a défini. Donc, je vais vous proposer un petit circuit dans l'économie circulaire en prenant peut-être 3 voire 4 angles d'attaque. Le premier, c'est peut-être commencer par effectivement ce que l'on voit très souvent apparaître dans les définitions. Je vous ai pris ici 2 définitions, une qui vient du ministère de la Transition écologique et l'autre qui vient de l'ADEME. C'est assez intéressant parce que l'une, bien sûr, vient du ministère, donc finalement donne la voie, la stratégie à suivre, et l'autre, l'ADEME, est plutôt un organisme qui tend à appliquer, à développer l'économie circulaire. Mais on voit finalement qu'on est très très proche de la vision que j'évoquais tout à l'heure en tant que comprendre finalement le contexte. On vous rappelle bien qu'on se centre bien sûr sur la production des biens et services dans une vision de durabilité. Et bien sûr, l'objectif, c'est de réduire notre consommation et de moins gaspiller ces ressources. La focale est quand même très forte sur les déchets. On le verra, l'économie circulaire commence à réfléchir et est partie bien sûr de la réflexion sur le déchet lui-même. On voit aussi l'objectif. Derrière l'économie circulaire, il y a la question de la circularité. Ça veut dire qu'il existe un modèle économique, mais en même temps, on tente de comprendre la circularité à plusieurs niveaux. Et on le verra, l'extraction des ressources naturelles, par exemple, rentre dans une boucle qu'il faut essayer de comprendre. La deuxième définition est plus intéressante parce que là, elle met le doigt sur quelque chose d'important. Première chose, elle nous fait référence non pas à la production, mais au système d'échange, ce qui veut dire que une production sans échange n'a pas forcément de sens. Donc, on tente de comprendre finalement derrière chaque objet fabriqué, produit, quelle est la dimension d'échange qu'il y a derrière. Et surtout, on cherche à remonter jusqu'au cycle de vie du produit. Là, c'est très intéressant. Ça signifie qu'on part de l'extraction de la matière première et qu'on va jusque finalement aux déchets. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à la fois augmenter l'efficacité de son utilisation. On verra, on parle d'efficience finalement, hein, tout objet a un coût, comment l'utiliser dans un objectif où on tire le mieux et le meilleur parti pris de ce projet et de ce produit. Et puis bien sûr, réduire l'impact sur l'environnement. On rappellera que derrière l'économie circulaire, il y a bien cette idée effectivement que la question environnementale est un prérequis pour comprendre finalement l'économie circulaire. Vous voyez que sur mon petit schéma, on comprend que l'économie circulaire est en rupture avec une économie très linéaire. On voit bien un petit peu l'idée, hein, partir des ressources infinies, souvent qu'on a considérées comme infinies. Extraire ces ressources, finalement les transformer, les consommer, et puis arriver à une quantité de déchets plus ou moins illimitée, puisque ces déchets étaient un rebut par rapport à une production. On voit bien que le passage à la circularité, c'est aussi un passage dans lequel on veut copier finalement l'environnement, on veut copier la nature. Et on cherche à reproduire ce qu'on a observé de cette nature. Donc on comprend que les ressources sont maintenant finies, mais en même temps, on veut trouver une forme de circularité qui va réduire dans le même temps la quantité de déchets. On voit que l'extraction renvoie à la question de la production, mais on va regarder qu'est-ce qu'on extrait, en quelle quantité, avec quel stock derrière, comment cette transformation a besoin de l'extraction, mais devoir aussi être en connexion avec la consommation, et comment finalement le déchet n'est plus un déchet, mais est associé à du recyclage, de la valorisation, de la réutilisation, voire du réemploi. On va le voir, cette notion de circularité, elle produit finalement dans les modèles une réflexion sur les boucles. Et il y a une notion qui va très vite revenir, c'est comment boucler ces fameuses boucles du système. Alors, on comprend finalement que la circularité, c'est un changement de modèle, mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'elle s'intéresse à des flux. Et ces flux sont très souvent liés à nos activités économiques, qui sont des activités de production. Alors, j'insiste bien, activité économique, mais très souvent dans la production du hors-produit mis sur le marché. Ça veut dire que dans la comptabilisation finalement du déchet, on regarde très souvent les chutes de produits, les coproduits, les invendus, ce qui n'est plus d'usage, voire ce qui n'est pas utilisé dans le cycle de production. Ce qui veut dire que tous les produits qui partent sur un marché, tous les produits qui sont réellement distribués ne rentrent pas finalement dans la configuration de l'économie circulaire. Et vous voyez que ça pose pas mal de questions parce que la première question est la suivante, qu'est-ce qu'un produit, qu'est-ce qu'un sous-produit?
à quel moment un sous-produit devient effectivement un déchet. Bah, je prends un exemple, hein, vous avez une voiture qui est un produit fini, mais pour faire cette voiture, il faut plusieurs pièces. Il faut plusieurs sous-produits. Et souvent, ces sous-produits sont de la matière brute ou ça peut être des produits qui ont été eux-mêmes transformés. Hein, du caoutchouc peut servir à faire des pneumatiques. Et on voit bien sûr qu'il y a différentes visions de la circularité qui ne passeront pas par les mêmes flux. Donc, les sous-produits vont directement renvoyer aux matières premières. Le déchet, lui, pourra poser la question de l'élimination. Est-ce qu'on cherche à réduire le déchet? Mais en même temps, ça se pose aussi une question de seuil au-delà duquel ça coûterait très cher de réduire et d'éliminer. Et on peut considérer que des fois, il est plus simple de valoriser le déchet pour trouver un moyen de répondre à un problème qui est lui-même le déchet. J'insiste bien sur cette question des flux parce qu'on le verra plus tard. Derrière les flux, il y a aussi des stocks. Et très souvent, les modèles qu'on emploie ne voient que les flux derrière ce que l'on constate. On produit, on échange, on consomme. Mais derrière cette consommation et cette production, il y a des stocks de produits, des stocks de matières premières qu'il faut pouvoir analyser et comprendre. Et c'est là où on pourrait réfléchir notamment sur la question du recyclage ou sur la question très simplement du cycle de vie du produit. Quatrième question qui est très importante dans la circularité, c'est savoir boucler les boucles. Les Anglais parlent de closing the loops. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans tout système de production, dans tout système d'échange, il y a un système de causalité qui fait qu'on part d'un élément, d'un point de départ, et qu'on finira forcément par y revenir. Je prends un exemple, si on produit des voitures, on a besoin d'acier, on a besoin de plastique, on a besoin de verre. Toutes ces matières vont converger pour faire un produit fini, mais cette voiture, finalement, aura une durée de vie qui sera définie, 10 ans, 15 ans, peut-être moins. Que va-t-on faire de cette voiture? On pourra très bien chercher à la réutiliser sur un marché d'occasion, mais on pourra aussi chercher à tirer parti des pièces de cette voiture. Et si on tire parti de ces pièces, on peut réinjecter ces pièces dans la construction de nouvelles voitures. Donc l'idée de l'économie circulaire, c'est de dire, mais comment pourrait-on faire pour réutiliser la matière première, les produits, avant toute destruction finale? Autrement dit, quelle est finalement la durée de vie des matériaux et comment faire en sorte que nos procédés de conception, de fabrication puissent jouer sur cette durée d'usage. Je prendrai un exemple très simple, mais la pile, hein, qui est souvent présentée comme un déchet toxique, elle a une durée de vie. Mais finalement, si on fait attention à son utilisation, si on sort ces piles finalement de l'appareil qui utilise ces piles, elles durent un peu plus longtemps. Donc finalement, il y a bien une réflexion sur comment on utilise nos produits, quelle durée d'usage, et finalement, est-ce qu'il faut forcément les posséder, ces produits, ou est-ce qu'on peut les louer, ou est-ce qu'on peut tout simplement recycler un ensemble de composants du produit? Je vous ai mis quelques exemples qui montrent bien ce que veut dire boucler un système. Là, vous avez carrément l'exemple d'une aciérie. Hein, finalement, quand on construit une voiture, bah, il faut des pièces d'acier. Et vous voyez qu'il y a plein de questions qui vont se poser. La durée de vie, finalement, de ces produits. Comment peut-on les réutiliser? Est-ce qu'on peut les remplacer? Est-ce qu'on peut les, non pas faire du greenwashing, mais est-ce qu'on peut les verdir, donc avoir des matières premières qui seraient plutôt liées à des questions environnementales? Il y a des boucles environnementales, il y a des boucles sociales, il y a des boucles économiques, il y a des boucles technologiques. Ça veut dire que finalement, ce que je vais tenter de comprendre, c'est ce système complexe où toutes les boucles vont s'enchevêtrer. Donc, ça pose plein de questions sur l'éco-conception, comment innover, comment construire une forme d'innovation, jusqu'à la fin de chaîne, que faire finalement du déchet qui nous reste entre les mains. Cinquième élément très important dans l'économie circulaire, c'est qu'elle opère aujourd'hui dans un contexte très particulier. On l'a dit, hein, on tente de copier finalement les écosystèmes, on tente de comprendre que finalement nos limites sont entièrement finies, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'économie circulaire sans définition des planètes et donc des limites planétaires. Et ça, c'est une notion qu'on a finalement compris dans la conception de ce nouveau paradigme, ce nouveau modèle. Il faut partir de ces limites planétaires pour comprendre qu'est-ce qui est circulaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut recycler, qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Je vous ai mis l'évolution de ces planètes, ces limites planétaires, hein, des travaux de 2009 jusqu'à 2015 et 2022. Et on voit que toutes les formes de limites qui apparaissent aujourd'hui, que ce soit sur la pollution chimique, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur le climat, posent des questions à l'économie circulaire. Le climat pose clairement des questions d'émissions de CO2, d'émissions finalement de gaz à effet de serre.
La biodiversité va poser des questions des produits toxiques qu'on va utiliser avec les conséquences que ça peut avoir derrière. Je pense aux nitrates qui pourraient avoir des conséquences effectivement sur la santé humaine. La pollution va aussi jouer sur différentes classes et configurations de circularité. Un dernier exemple qu'on pourrait se prendre, c'est le phosphore. Vous savez que pour produire des biens alimentaires, des biens agricoles, il faut un apport en phosphore. Et si on n'a plus ces ressources naturelles, si on a des limites dépassées, ça voudra dire que nos futurs rendements agricoles vont baisser. Et donc, il y aura moins de circularité dans la partie agricole de notre alimentation. Cette notion de limite planétaire, elle joue un rôle très important puisqu'elle redéfinit la place de l'environnement, finalement de la nature, dans les modèles qu'on doit imaginer dans l'avenir, c'est-à-dire à l'horizon 10, 15, 30 ou 40 ans. Une fois qu'on a dit tout ça, la première peut-être question qui revient, c'est existe-t-il des échelles dans l'économie circulaire? Concrètement, est-ce qu'il y a un niveau global, un niveau intermédiaire, un niveau peut-être micro? Et comment fait-on pour mieux comprendre l'enchevêtrement de ces différentes échelles? On va le voir, la compréhension de l'économie circulaire a besoin d'une échelle pour essayer de comprendre tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Et j'essaierai de vous montrer qu'à différentes échelles correspondent différents types d'enjeux. Un élément, je pense, qui est très important quand j'évoquais l'économie circulaire, on est parti des déchets. Les déchets constituent aujourd'hui la pierre angulaire de l'économie circulaire, mais on le verra, on a aujourd'hui dépassé cette question des déchets. Pourquoi c'est important? C'est juste une question qu'il faut rappeler. Le déchet fait partie intégrante du commerce mondial. On a toujours en tête que le commerce sont des produits finis qu'on échange. On échange des voitures, des ordinateurs, mais depuis très longtemps, et depuis maintenant, on va dire les années 2000, on échange de grandes quantités de déchets. Je vous ai mis ici l'évolution de ces déchets. Il y a une notion qui est très intéressante dans les périodes du commerce mondial, c'est de constater que jusqu'en 2011, on a eu une croissance extrêmement forte des échanges de déchets. On le verra tout à l'heure, un échange de déchets, ça peut être carrément envoyer nos déchets dans un pays qui va les retraiter, les réutiliser, refaire des nouveaux produits et peut-être nous les revendre par la suite. Donc, il existe bien un commerce mondial qui a des conséquences en termes de fiscalité, en termes de bénéfices, en termes bien sûr aussi d'échanges. Et finalement, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que sur pratiquement 2 périodes, 2000-2010, 2010-2020, on a eu un changement radical, une montée très forte des déchets qui a atteint, vous voyez, on était pratiquement en 2010-2011, des niveaux extrêmement élevés, 213 millions de tonnes de déchets qui circulaient dans le monde, qui circulaient avec une valeur, j'insiste bien, ce n'est pas gratuit, on vend ou on transporte ces déchets, mais on les vend, ils ont une valeur. Depuis 2011, on a un petit changement qui s'est opéré, c'est que progressivement, tous les pays se sont emparés de la question du déchet. On cherchait à les réduire. Et depuis 2011-2012, on a un fléchissement du tonnage et surtout un reversement complet. Pendant très longtemps, la Chine était l'un des pays qui recevait, qui accueillait une grande partie des déchets. Depuis maintenant, on va dire une dizaine d'années, le monde et l'Europe en partie a réduit énormément les déchets circulant vers la Chine. Ça montre qu'il y a aussi une question géopolitique qui s'est opérée. De plus en plus, les déchets sont gérés au sein des continents, au sein des entités, et moins entre les différents acteurs du commerce mondial. Donc ça, c'est vraiment une réalité. On va dire qu'on a un changement aujourd'hui d'orientation sur la manière de penser le déchet. Deuxième élément, c'est de comprendre que les déchets ont percuté les grandes fonctions économiques. Très souvent, quand on parle de fonctions économiques, on a en tête la production, la consommation, l'échange. Et on voit qu'ici, le déchet devient à part entière une fonction et qu'il met, on va dire, en lumière une autre fonction qu'on avait un petit peu oubliée, c'est l'extraction. Oui, parce que si on regarde bien, l'extraction, c'est puiser des ressources naturelles qui sont gratuites. N'oublions pas que le fossile est gratuit. Et en l'extrayant, on lui donne un coût et finalement, on donne une valeur et donc un prix qui va sur un marché. Donc, les déchets ont mis la focale sur deux choses. La première chose, c'est que pour fabriquer, il faut extraire et que finalement, l'extraction joue un rôle important dans le cycle de vie des produits. Donc, faisons attention aux ressources naturelles. Deuxième chose, le déchet, c'est jeter quelque chose, finalement, se séparer de quelque chose. Et on voit bien que dans les fonctions économiques telles qu'on les connaît, le choix du déchet comme grande fonction économique inverse complètement le raisonnement. Ça veut dire que produire, c'est donner une valeur. Commercer, c'est amplifier cette valeur.
Et puis consommer, c'est normalement utiliser cette valeur. Là, on jette clairement une valeur quelque part et finalement on se pose la question, mais est-ce que ce déchet pourrait prendre une valeur dans le système économique? Et vous voyez qu'on inverse un petit peu le raisonnement. Le déchet n'a plus un coût. On peut bien sûr réduire les coûts du déchet, mais le déchet peut rentrer dans la phase de valorisation. Ce qui voudrait dire que finalement, dans les 5 grandes fonctions que j'évoque, on parle bien sûr de valeur. L'extraction, c'est donner de la valeur à des ressources. Et donc le déchet devient aussi une forme de valeur. Ça montre bien qu'on va s'intéresser bien sûr à cette valorisation et à comprendre les secteurs qui sont amenés à valoriser toute forme de déchets. Ça peut être les algues vertes dans le secteur pharmaceutique, par exemple, comme ça peut être des batteries dans les voitures électriques qui pourraient trouver une seconde vie et être réutilisées et donc avoir une nouvelle valeur quelque part. La question de la valeur est importante, mais je reviens à la question des flux, juste pour vous rappeler que finalement, notre milieu, notre environnement fait graviter un ensemble de flux. Si on prend l'Europe, vous avez ici l'ensemble des flux qui gravitent autour de nous chaque année. Vous voyez qu'on a des flux d'importation, d'exportation, des flux qui se dissipent, des émissions effectivement de polluants. On a aussi l'usage des terres qui évolue. Je rappelle qu'on consomme de la terre et on prend de la terre chaque année par l'urbanisation, par des migrations continues. Et finalement, toutes ces questions se posent au sein de l'économie circulaire. Ça veut dire que la question n'est pas uniquement le traitement du déchet, la question est de savoir, mais qu'est-ce qu'on importe finalement? Qu'est-ce qu'on extrait comme ressource naturelle? Qu'est-ce qui est directement utilisé dans le système de production? Qu'est-ce qui est retraité? Qu'est-ce qui est accumulé? Et on voit qu'à un moment donné, on est capable de cartographier tous les flux qui circulent dans une économie. Cette carte qu'on appelle diagramme Sankey, elle est présente aujourd'hui dans toutes les bases de données pour saisir, pour capturer finalement l'origine des flux matières. Et vous voyez que les couleurs donnent bien ces origines. Ça peut être de la biomasse, donc du renouvelable, ça peut être du minéral métallique ou non métallique, comme ça peut être du fossile. Donc on arrive à comprendre aujourd'hui l'envers du décor. Derrière des flux monétaires, il y a des flux de matière et l'économie circulaire nous rebranche aux flux physiques qu'on avait un petit peu oubliés depuis un certain temps. Alors, quand je parle de circularité, quand je parle effectivement de fonctionnement de nos économies, quelques éléments peuvent nous permettre de comprendre finalement que recouvre le terme économie circulaire sur une dimension temporelle et une dimension spatiale. Vous voyez que ça pose plein de questions. Première question, c'est est-ce qu'on est capable vraiment de recycler nos produits et à quel niveau ce recyclage devient perceptible? Il y a tout un débat aujourd'hui sur le plastique, notamment les packaging au niveau du plastique, comment les réduire. Vous voyez que chaque pays a avancé à des mesures un peu différentes, mais a réussi à avancer sur ce taux de recyclage. On sait que le plastique, pour l'Europe, est une dimension importante, mais on voit aussi que certains pays se sont fortement engagés dans cette réduction. Mais on voit aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que le déchet, que le phénomène circulaire s'empare à la fois des importations comme des exportations, ce qui veut dire que certains pays se sont spécialisés dans l'importation de déchets et dans l'exportation de déchets. Je crois que le plus probable aujourd'hui, c'est la Turquie, qui devient aujourd'hui le premier destinataire des déchets européens. Vous voyez qu'on est aujourd'hui à pratiquement 12 tonnes en 2019 par habitant. Ça montre aussi que si on tente de comprendre finalement la géopolitique de l'économie circulaire, on s'est aperçu que l'Europe, depuis quelque temps, cherche à remanier son dispositif d'importation et d'exportation, et surtout, bien sûr, d'exportation de déchets. Pendant très longtemps, on était orienté vers la Chine. Aujourd'hui, on bascule vers la Turquie, vers l'Inde, vers également aussi l'Angleterre, ce qui signifie qu'il y a eu un choix qui a été fait sur commercer avec qui et comment fluidifier nos échanges avec différents pays. Ça veut dire aussi qu'il y a eu une concentration des déchets qui se font au sein d'une zone territoriale et que l'Europe devient tout doucement la zone dans laquelle, effectivement, on cherche à recycler, à diminuer l'ensemble de nos flux. J'insiste bien sur l'idée que amener certains pays à se spécialiser, on pourrait penser bien sûr à du commerce mondial, mais ça reprend bien l'idée que certains pays ont une capacité à proposer le recyclage. Et quand j'évoque la Turquie est un très bon exemple, puisqu'on va dire que 90% de nos déchets aujourd'hui sur la Syrie, donc déchets acier, vont en Turquie. La Turquie les retraite, les transforme et les revend à l'Europe sous différentes labellisations. Donc, on voit bien ici que ce commerce existe bien, qu'il est bien conséquent
et qu'il va bien sûr jouer sur les manières de penser aujourd'hui nos systèmes économiques. J'avais parlé de taux de recyclage. Comprenez bien que, bien sûr, toutes les activités, tous ces flux sont différents d'un produit à l'autre. On voit bien ici ce qu'il est possible de recycler, ce qu'il est difficile de recycler. On voit bien aujourd'hui ce qu'on met en avant dans le recyclage. Par exemple, si je prends l'activité construction et démolition, vous remarquez que 88% est recyclé. Il y a une explication très simple. Ces déchets sont de proximité. Quand vous cassez un immeuble, quand vous le détruisez, les déchets restent souvent effectivement sur le territoire. Il y a un exemple de déchet qui part, ce sont les terres qui sont trop polluées. Et comme le coût de la pollution peut être trop élevé, alors on va les exporter vers des pays qui vont accepter de recevoir ces déchets. Les e-waste, autrement dit, tous les déchets, on va dire, du secteur e-commerce, voire de l'informatique, des nouvelles technologies, lui est peu recyclé, à peine 35%. C'est là où il faut faire l'effort. Le plastique également, on a atteint des seuils aujourd'hui, c'est plus 42%, maintenant c'est 56%. Donc on a pu évoluer dans ces tendances, mais on voit encore une fois qu'il y a certains déchets qui peinent à avancer. Je pense que le plus probant aujourd'hui, ce sont les déchets municipaux. Et on le verra, l'Europe, comme beaucoup de continents, met l'accent aujourd'hui sur une obligation des collectivités pour réduire ces déchets pour 2030, voire 2050, avec des seuils très précis qui sont affichés. On parlait de flux. Ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que derrière l'économie circulaire, il y a un débat qui tourne autour de l'empreinte environnementale. Alors, j'insiste bien ici, on ne cherche pas des outils pour comprendre l'environnement, mais on cherche à comprendre finalement l'empreinte, la conséquence de toute forme de circularité dans la manière de penser nos chaînes de production. Et vous voyez qu'il y a deux manières de faire, il y a deux écoles. Celles qui nous disent qu'en produisant, on émet bien sûr des gaz, du CO2, et celle qui nous dit mais l'empreinte n'est pas uniquement une empreinte de production, c'est aussi une empreinte de consommation. Alors pourquoi c'est important? Je vais prendre deux exemples. Si on prend l'Australie et l'Angleterre, vous comprenez vite que la capacité insulaire de ces deux pays les oblige bien sûr à importer un grand nombre de produits. Ce qui veut dire que si on partait de la production, on devrait intégrer bien sûr toutes les importations qui ont été nécessaires à ces pays, mais aussi considérer la forme de consommation qui est liée aux importations de ces mêmes produits. Donc ça veut dire que finalement, un pays insulaire a bien sûr une empreinte environnementale beaucoup plus importante que d'autres pays. Et ça, c'est une contrainte vitale qu'on doit intégrer dans l'économie circulaire. Ça veut dire que finalement, on a une course dans la circularité, mais on n'a pas effectivement une même ligne de départ. Certains pays partent avec un certain handicap pour calculer cette empreinte environnementale. Et on le voit mieux, voyez, en prenant un exemple ici, je vous ai mis le calcul qu'on fait très souvent entre la demande domestique, c'est-à-dire celle qui est liée à la consommation, l'empreinte environnementale, c'est la petite courbe verte, et puis l'indicateur du PIB, ça veut dire l'activité économique. Vous avez ici plusieurs pays qui s'enchaînent les uns par rapport aux autres. Vous remarquez très vite que ce qu'on voit, la courbe MF, qui est l'empreinte environnementale, est souvent l'une des plus élevées de ces courbes, et que finalement, la véritable question, c'est quelle est l'empreinte environnementale de toutes nos activités. Et on voit qu'il y a un véritable débat aujourd'hui, parce que si on fait rentrer cette empreinte environnementale dans la comptabilité telle qu'on l'entend, donc si on modifie la manière de comptabiliser, on aura bien sûr un changement assez radical dans la manière de prendre en compte la circularité. Je vous ai expliqué juste avant que l'économie circulaire est vraiment une affaire de production et de consommation. Je pense qu'il faut avoir en tête finalement les indicateurs qui sont vraiment pertinents dans cette configuration. Il ne s'agit pas de coût de production, il ne s'agit pas de revenus, il ne s'agit pas de prix de consommation. Il s'agit de comprendre finalement, dans chacune de ces grandes fonctions, production, consommation, quel est le taux d'utilisation matérielle, donc des matières, et quelle est leur forme de circularité. Mon premier graphique qui est à gauche vous montre que finalement, je dis bien à peine 12% des matières sont réellement réinjectées, réutilisées. Ce qui montre bien qu'on a un effort extrêmement important à faire sur le taux d'utilisation et de réutilisation des matières. Deuxième graphique à droite, ça vous montre en fait la consommation matérielle et l'effort de productivité. Ça veut dire que finalement, là c'est le cas de l'Europe, l'Europe cherche à augmenter sa productivité sur la ressource, autrement dit l'intensité dont elle va faire preuve pour utiliser cette ressource. Et on voit bien sûr que les efforts d'efficacité, les efforts de productivité sont importants, mais on le verra, il y a une question qui ne revient pas ici, c'est la question de la sobriété
est-on capable, bien sûr, d'impulser une autre dynamique de baisse de la consommation qui ne reposerait pas finalement sur uniquement un effort d'efficience ou un effort d'efficacité ou même un effort de productivité. On verra, c'est vraiment un débat dans l'économie circulaire, d'où on part, quelle est la causalité et quelle est finalement la finalité. N'oubliez pas que dans une boucle, il y a une cause et une conséquence. Donc tout dépend qui est cause, qui est conséquence. Autre élément important, toujours à l'échelle macro, qu'on a très vite compris dans l'économie circulaire, c'est une réflexion, je l'ai bien dit, sur les flux et les stocks de ressources naturelles. Et vous comprenez bien que certains secteurs vitaux, névralgiques pour une économie, font référence maintenant à ce qu'on appelle des métaux rares ou des ressources rares. Et on voit bien ici la relation très forte entre la technologie, l'innovation, telle qu'on la voit aujourd'hui apparaître. Je pense bien sûr à l'intelligence électrique. Ça veut dire que finalement, nos énergies deviennent de plus en plus électriques et que finalement, pour avoir des conducteurs, il faut des matériaux. Et donc finalement, les matériaux deviennent des éléments fondamentaux dans toute forme de croissance qu'on pourrait imaginer ou toute forme de spécialisation que pourrait avoir une entreprise. À gauche, je vous ai mis la question de la suffisance en matières premières. Vous remarquez tout de suite que sur notamment des métaux rares, l'Europe n'a pas ces ressources, donc elle doit forcément les importer automatiquement, et que pour d'autres, les stocks de ressources sont extrêmement faibles. Si on prend le lithium, le vanadium, le platinum ou le germanium, qui sont des métaux rares qu'on utilise dans beaucoup d'innovations. Je vous ai mis à droite la présence de ces métaux dans tout ce qu'on utilise. L'exemple typique, c'est le terbium dans les aimants permanents, dans les éoliennes, le cérium dans le polissage, ou également l'herbium dans les verres et céramiques. On peut citer aussi le néodyme dans les batteries rechargeables. Autrement dit, aujourd'hui, la circularité tend à montrer notre très forte dépendance au niveau des matériaux. J'insiste bien, je ne parle pas d'énergie, là, je parle bien des matériaux qui vont conduire ces formes de nouvelles technologies. On est très, très dépendant de matières premières qu'on n'a pas aujourd'hui dans la plupart des pays industrialisés. Donc, il y a une question qui va se poser forcément, c'est la géopolitique dans l'économie circulaire. Et c'est peut-être l'intérêt de ce type d'économie, c'est qu'elle met le doigt notamment sur le lien direct entre l'échange et la technologie. Alors, si on prend l'exemple typique aujourd'hui de la question géopolitique, on voit bien sûr que le véritable débat, ce n'est pas sur une forme de sécurité technologique, mais de souveraineté. De quoi dépend-on et surtout de qui dépend-on? Je vous ai mis à gauche finalement la répartition des ressources en terre aujourd'hui et à gauche finalement les échanges qui se font réellement en termes de production. Ce qui veut dire qu'un pays peut avoir des ressources assez conséquentes, mais ne pas forcément les échanger. Vous comprenez vite qu'aujourd'hui, nous sommes très dépendants de la Chine, un peu de l'Australie, notamment sur les terres rares, ces métaux qui rentrent dans ces nouvelles technologies. Et cette dépendance, effectivement, joue un rôle important sur les quotas décidés par la Chine au moment de mettre en vente ces produits, mais également sur la valeur de ces produits sur les marchés. Donc cette dépendance, bien sûr, pose des questions très claires à l'économie circulaire. Comment intégrer la géopolitique dans la manière de penser toute forme de circularité? On a évoqué, vous voyez, juste avant l'échelle macro, il y a une deuxième échelle qui est extrêmement intéressante, c'est l'échelle méso, le niveau intermédiaire. Finalement, entre l'entreprise qui fait l'économie circulaire, entre les pays qui s'échangent des produits et qui tentent de parler de circularité, il y a certains niveaux qu'il faut pouvoir définir. Ces niveaux, généralement, ce sont des territoires, des îles. C'est aussi un vocabulaire. On va parler de symbiose, de parcs éco-industriels. Et on va retrouver pratiquement le même discours que dans l'échelle macro, mais avec des outils un petit peu différents. Premier exemple qu'on pourrait rappeler déjà, c'est que j'avais juste évoqué tout à l'heure la question des déchets, et je vous avais dit, mais il y a un déchet qui obnubile l'Europe aujourd'hui et beaucoup de pays, ce sont les déchets municipaux. Finalement, les déchets de nos collectivités. C'est la poubelle verte, la poubelle grise, la poubelle jaune qu'on a aujourd'hui, et certains déchets qui aujourd'hui encombrent nos déchetteries et qu'on n'arrive pas forcément à réutiliser ou à recycler. Vous voyez que c'est important parce que ça traduit finalement le tonnage par habitant. Alors aujourd'hui, nous, on est sur une demi-tonne de déchets municipaux par habitant. Et on voit bien l'idée, c'est de réduire ces déchets et de pouvoir effectivement juguler ces déchets sur un horizon donné. On estime qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir réduire ces déchets de manière très importante et l'Europe est en train de faire pression sur les collectivités publiques pour pouvoir afficher
on va dire, une tonne de déchets beaucoup plus faible. Donc, première idée, dans le méso, il y a effectivement une cible qui est mise en avant, ce sont les collectivités. Il y a un effort qui leur est demandé sur à la fois le tri du déchet, mais également, on le verra, sur la valorisation du déchet, ce qui montre bien qu'on est passé d'une économie du déchet à une économie circulaire, et donc forcément la circularité va poser d'autres types de questions. Deuxième exemple qu'on pourrait évoquer quand j'évoquais les déchets, c'est de dire finalement, est-ce qu'on est capable de passer d'un système linéaire, comme on l'a vu, à un système circulaire? Je vous ai mis ici comment les gens qui ont travaillé sur le métabolisme des villes, le métabolisme, hein, c'est tous les flux qui rentrent et qui sortent. Imaginez une très large comptabilité qui vous dit combien de ciment, combien de tonnes d'eau rentrent dans une ville, combien de CO2, combien d'énergie fossile y rentre. Donc imaginez une vaste comptabilité qui montre ce qui rentre et ce qui sort. C'est intéressant, mais finalement, si on fait ça, on aura toujours une vision très linéaire du système. Première idée, comment fait-on pour transformer ces villes, qui sont dans un métabolisme très linéaire, en une forme de métabolisme très circulaire? Comment réduire les déchets organiques? Je pense bien sûr ici à la fameuse poubelle verte, les déchets verts, les déchets alimentaires. Comment les recycler? Comment faire aussi avec les déchets inorganiques? Si vous regardez bien aujourd'hui, certains déchets commencent à encombrer les poubelles. Je pense aux déchets électroniques. Comment fait-on pour les gérer? Comment fait-on pour les réguler? Est-ce qu'il y a un moyen de les recycler? Et vous voyez que les premières boucles vont commencer à s'opérer. Est-ce que la ville, par exemple, est-ce que la collectivité peut être un écosystème à part entière et donc recycler de cette manière les déchets organiques ou inorganiques? Là, je vous renvoie directement à l'apparition des ressourceries, hein, pourquoi pas, dans une ville, qui peuvent servir au recyclage, mais également à plusieurs types de déchets qui vont être recyclés de cette manière. On pourrait évoquer le textile, par exemple, dans les ressourceries. On voit que la ville a besoin de basculer vers un système circulaire, et vous voyez qu'en même temps, évoquer la circularité pose plein de questions. Première question, c'est comment se fait le transport des matières premières du lieu d'extraction au lieu de consommation? Je vous rappelle que l'exemple typique de certaines villes aujourd'hui, notamment dans le bâtiment, c'est de rechercher les matières premières qui vont chercher et permettre de créer les bâtiments de demain. Et on le voit, certaines villes ont des pénuries sur ces matières. Je pense au sable, hein, où il y a quelques années, on faisait 15, 20 ou 30 kilomètres pour l'avoir. Et aujourd'hui, on fait 40, 50, 60, parce qu'on commence à avoir ces premières réductions de stock sur ces premières matières premières. Donc, première idée, comment travailler les matières, comment les réintégrer ou non dans le cycle. Et c'est vrai que la notion de matière première importée ou extraite va jouer un rôle très important. Deuxième élément, on l'a dit, le taux de circularité, le taux de réutilisation de ces ressources. J'évoquais le taux de 11,5% aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment réutiliser une matière? J'en parle facilement parce qu'il y a bien sûr beaucoup de matières qui sont combinées. Et vous savez que combiner plusieurs matières signifie une grande difficulté pour les séparer par la suite. Autre élément important, c'est de comprendre finalement en quoi ces matières, ces flux de matières se dirigent ou non dans certaines filières. Par exemple, pour travailler en biomasse, donc sur la bioénergie, il y a des matières qui sont privilégiées. Est-ce que je vais travailler sur une matière première agricole? Est-ce que je vais utiliser du bois? Et on voit que la relation entre le bois et la filière derrière peut complètement changer la manière de penser cette filière. La question peut être simple, hein. Est-ce que j'ai le stock de bois nécessaire ou est-ce que j'importe ce bois? Et l'importation, quelle est cette conséquence en matière de circularité? Et enfin, on voit bien la question qui revient derrière, c'est en quoi le déchet est-il dans la société ou réinjecté en dehors de la société? Nos amis québécois ont un mot pour dire déchet qui est résidu, juste pour rappeler que le déchet est toujours quelque chose qui peut être valorisé. Et donc finalement, c'est intéressant de comprendre comment dans les sociétés, la perception du déchet, la perception de l'énergie joue un rôle important. Et donc finalement, il y a un facteur culturel nécessaire à analyser ici pour comprendre cette relation à la circularité. Autre élément intéressant toujours sur les territoires qui fait au niveau méso, ce sont les symbioses. Alors, la symbiose vient directement de la manière de copier les écosystèmes naturels. Ici, on part du système que les espèces vivantes entre elles ont par nature des modèles de coopération et donc ont des bénéfices réciproques. Et donc, on part du principe que la collaboration est plus intéressante que la concurrence. Alors, bien sûr qu'elle met du temps à se mettre en place. Elle repose sur la confiance, sur une notion de durabilité très forte,
mais la collaboration serait plus pertinente, notamment si on intègre une dimension environnementale dans les bénéfices souhaités. Ce qui veut dire que le déchet d'une industrie devient finalement une matière première pour une autre industrie. On peut faire des profits économiques, mais surtout des profits environnementaux. Ça veut dire que les profits ne sont pas déclinés en euros, mais peuvent être déclinés en bienfaits pour l'environnement. Et tout repose sur l'interdépendance et bien sûr l'indépendance des partenaires, ce qui veut dire que la boucle doit être bouclée. Tous les partenaires jouent un rôle très important. La symbiose la plus connue, c'est Kalundborg au Danemark, qui est un cas d'école, puisque c'est un véritable réseau d'entreprises avec des accords commerciaux portant sur tous les déchets. Prenons l'exemple de Kalundborg il y a maintenant plusieurs années. Vous voyez qu'on a une ville qui a créé un pipeline avec bien sûr un apport en eau de source du lac Tisseux. Cette ville va distiller cette eau vers toutes les entreprises qui ont besoin d'eau, notamment la centrale électrique pour réchauffer, pour refroidir ses réacteurs, pardon. Cette eau qui va être refroidie pour le réacteur va se transformer en vapeur, qui va aller vers d'autres structures. Et finalement, ce que l'on voit, c'est qu'un flux de matière qui est l'eau se transforme, grâce finalement à la thermodynamique, en vapeur, en chaleur, qui vont servir à différents agents. Alors bien sûr, on imagine que la chaleur dégagée par la centrale électrique pourrait même chauffer une pisciculture et donc finalement, pourquoi pas produire du maraîchage dans des lieux qui n'en ont pas grâce à cette chaleur provoquée. On voit que cette symbiose a une capacité, bien sûr, à ce qu'un déchet devienne valorisable et que le déchet puisse circuler sur toute la chaîne. Voici l'exemple de Kalundborg, on va dire aujourd'hui, donc en 2022. Vous voyez que les flux bleus sont les flux d'eau, les flux oranges sont les flux énergétiques et les flux rouges, les flux de matériaux. Ce qui veut dire que le Kalundborg, il y a maintenant une vingtaine d'années, a réussi à créer des structures, des types de produits, une gestion des déchets qui repose bien sur l'armature symbiotique. On échange par des bienfaits et ces bienfaits sont liés bien sûr à l'interdépendance qu'on a ensemble dans le système et on voit s'agréger de nouvelles entités. On travaille sur de l'éthanol, donc en bioraffinerie. On travaille aussi sur des usines de production de biogaz. On travaille également sur de l'usage d'huile, notamment sur le secteur, bien sûr, de l'automobile, puisqu'on sait que les garages ont des fois un déchet huile qu'il faut pouvoir réutiliser. On voit ici toute la connexion que peut avoir l'approche symbiotique sur l'échelle méso. Et finalement, ça pose deux questions. C'est est-ce qu'on peut généraliser ce type de symbiose? Vous avez plein d'exemples aujourd'hui dans le monde entier de symbiose. En Chine, à Teda, au Guigang en Chine. On peut citer également Tirupur en Inde. Tous les pays ont expérimenté les symbioses pour essayer de comprendre en quoi la circularité devenait un modèle intéressant dans notre vision de l'économie circulaire. Alors, on a plein d'exemples en France des symbioses qui ont été mis en place. Très souvent, les symbioses ont été en lien avec des pôles de compétitivité, des pôles de croissance. On les retrouve bien sûr sur Toulouse, par exemple, sur Lyon, dans la chimie. On les retrouve également sur Fontainebleau ou sur Paris, dans l'électronique. On voit bien que chaque grand pôle de compétitivité a cherché à comprendre comment développer une symbiose et comment finalement avoir cette complémentarité, cette coopération au cœur même de la circularité. Troisième échelle, c'est l'échelle peut-être la plus connue puisque c'est celle des entreprises, des consommateurs, c'est celle qu'on voit nous généralement. C'est bien sûr l'échelle micro, l'échelle où les agents jouent un rôle important dans leur analyse, leur compréhension et finalement leur sensibilité à l'économie circulaire. Alors pourquoi c'est important? Si on regarde bien aujourd'hui le schéma proposé par l'ADEME et aussi proposé par, on va dire, l'Institut Ellen MacArthur sur l'économie circulaire, on voit bien qu'il y a eu une refonte, un travail complet des activités économiques à travers deux images. La première, c'est les ressources limitées. Nous évoquions les planet boundaries au départ. La conscientisation que nos ressources sont limitées a permis de comprendre que dans la relation extraction-production, il y avait des boucles qu'il fallait développer au fur et à mesure de l'évolution du produit. Donc la matière première, l'assemblage, la distribution. Et vous voyez que les boucles bleues qui sont à côté posent des questions à chaque secteur d'activité. Comment faire une maintenance préventive pour augmenter l'usage, donc le cycle de vie? Comment réemployer, comment mutualiser, voire comment recycler. Cette partie, elle a vraiment des conséquences très fortes sur l'extraction.
on revient toujours à cette question de notre consommation de matières premières. Et finalement, on a plein d'innovations qui rentrent dans ce cadre-là, qui vont du tri, mais qui peuvent aller jusqu'à la valorisation, c'est-à-dire la production d'énergie grâce aux déchets. Et puis, on a tout un côté gauche qui est une réflexion sur finalement la question du renouvelable. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on ne parle pas d'énergie renouvelable, on parle de ressources renouvelables. Et la question qui est posée, c'est d'où viennent ces ressources, avec quel secteur elles sont mises en relation, et finalement, quelles questions elles posent à la société. Alors, on pourrait évoquer une question très simple, la méthanisation, le compostage. Quels sont ses intérêts, quelles sont ses forces et ses faiblesses, quelles sont ses limites? Même chose pour la biochimie. Quel sens elle peut avoir par rapport à une production agricole? Qu'est-ce qu'elle met en concurrence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle apporte dans la circularité? Est-ce qu'on peut imaginer plusieurs cycles de réutilisation? On voit bien que le schéma de l'économie circulaire nous amène à réfléchir finalement sur l'envers du décor. Et finalement, le fait de repositionner la circularité sur les ressources permet de comprendre non pas ce qu'est une forme d'énergie renouvelable, mais de comprendre comment la ressource renouvelable s'insère finalement dans un nouveau modèle. Alors bien sûr, elle peut se formaliser à partir de grands domaines, de grands piliers. À gauche, vous avez bien sûr l'éducation à l'économie circulaire telle qu'elle est favorisée par l'ADEME, par le ministère de la Transition écologique. Vous remarquez qu'il y a bien sûr ici trois grands domaines qui sont l'offre, c'est-à-dire la production. Qu'est-ce qu'offrent aujourd'hui les acteurs sur un marché, sur un secteur, sur un territoire? Il y a nos comportements de consommation. Et puis finalement, la gestion des déchets. Comment cette gestion des matières et de l'organique se met en place? Comment on va recycler? Ce qui est surtout intéressant dans ces trois domaines, et vous voyez qu'on décline maintenant des piliers importants, qu'est-ce qu'on extrait, qu'est-ce qu'on achète au niveau durable? Est-ce qu'on va certifier certains achats durables? De quelle manière? Est-ce qu'il y aura des normes? Quel sera l'effet de ces normes aujourd'hui sur la certification? Ça va nous permettre de remonter jusqu'à l'éco-conception, jusqu'au procédé. Et finalement, ce qu'on appelle l'écologie industrielle, c'est l'exemple typique d'une symbiose, d'une coopération qu'on tente de développer au sein même de l'économie circulaire. On voit bien que ces piliers parlent d'éco-conception, de consommation responsable, d'allongement de durée de vie des produits, de tri. Finalement, ce qui nous amène à réfléchir sur comment adapter ce modèle dans une entreprise et comment développer finalement cet ensemble d'éléments au gré d'un projet, au gré d'un territoire. Je vous ai pris l'exemple typiquement du pneumatique de chez Michelin, puisqu'on a longtemps considéré que Michelin était l'un des pères, l'un des pionniers de l'économie circulaire, avec les effectivement 3 R, les 4 R, les 7 R. On a décliné la notion de recyclage, de réutilisation dans plusieurs domaines, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de comprendre finalement dans chaque activité en quoi effectivement la réflexion sur l'éco-conception, sur le bilan environnemental qu'il faut concevoir dès le départ à partir du cycle de vie, permet de réfléchir sur le mode d'organisation qui est le plus à même de réfléchir à la question même du déchet, à la question même de la matière première. On ne l'oublie pas, mais le déchet pneumatique, bien sûr, est directement lié à la consommation d'énergie, puisqu'on sait que le pneumatique a des conséquences sur la consommation de carburant. Et on voit bien que le modèle d'organisation symbiotique, imaginer une symbiose dans ce cadre-là, c'est réfléchir ensemble sur en quoi le caoutchouc qui devient pneumatique va nous permettre d'économiser du carburant, va nous permettre, par son degré d'usure ou pas, d'aller plus loin dans la circulation du véhicule. Et donc finalement, ce débat-là, qui est un débat d'organisation, nous permet de réfléchir après sur ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Faut-il être propriétaire? Faut-il consommer le bien? Faut-il le posséder? Ou faut-il au contraire l'utiliser pour ses valeurs d'usage? Ça veut dire finalement, est-ce qu'un pneumatique, c'est juste vendre un pneumatique ou est-ce que c'est, entre guillemets, consommer un service, l'usage d'un pneu sur une distance à parcourir? On pourrait prendre plein d'exemples ici qui parlent de valeurs d'usage. Avoir un vélo, c'est en posséder un, mais on peut le louer, on peut l'utiliser juste pour le moyen de pouvoir se transporter. Cette phase 3 est très importante, elle change radicalement la notion de valeur d'échange et de valeur d'usage. Elle recentre les modèles sur notre utilisation. Et vous voyez que définir une valeur d'usage dans un mode opérationnel signifie qu'on pose clairement les questions. Qu'est-ce qu'on peut réemployer? Un pneumatique peut avoir une durée de vie sur un marché d'occasion. Et on peut imaginer que le marché d'occasion va jouer un rôle très important dans cette durée de vie. Mais on peut aussi travailler sur la réparation.
comment réparer le produit ou comment ce produit peut s'auto-réparer et faire en sorte qu'il va élargir, bien sûr, cette phase de construction du cycle de vie. On peut le réutiliser, on peut le recycler. On sait que le caoutchouc peut partir sur les terrains synthétiques de sport. Donc finalement, les 5 grands principes au niveau micro des entreprises a tendance à nous faire rappeler que finalement, l'économie circulaire doit se penser à travers ce cycle. Ce qui perturbe beaucoup notre vision des modèles économiques et surtout de la configuration d'une chaîne de valeur, puisqu'effectivement, l'éco-conception, le réemploi ou la réutilisation vont jouer un rôle très important. Je finirai juste par rappeler, puisqu'on parle de pneumatiques et de Michelin, que le projet White Cycle que Michelin a déposé au niveau de l'Europe l'année dernière a été validé par la Commission européenne. C'est un projet intéressant puisqu'il s'inscrit bien dans les 7 phases que j'ai évoquées, puisqu'il cherche à extraire le PET des vêtements. Vous savez que le textile encombre nos déchetteries. Ça devient aujourd'hui une préoccupation. On estime que les déchets, c'est pratiquement 10% des déchets mondiaux aujourd'hui du textile, et que réintégrer le PET qu'on a dans certains vêtements, je pense bien sûr aux doudounes qui contiennent ces matières, de les réinjecter dans les pneumatiques peut avoir un intérêt sur la matière première qu'on va extraire, le caoutchouc, et peut avoir un intérêt aussi sur le pneumatique qui va bien sûr jouer ce rôle de nous transporter dans le futur. Voilà, je suis au terme de cette présentation. On n'a pas, puisque c'est un mode de sensibilisation, on n'a pas intégré ici la réponse, ou tout du moins un débat à part entière. L'idée, encore une fois, c'est de vous sensibiliser, de vous amener à réfléchir un petit peu sur vos activités, sur la manière dont vous pratiquez aussi l'économie, pourquoi pas la circularité au sens général. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre certains éléments. Merci encore pour votre attention durant effectivement ces 45 minutes. La prochaine visioconférence se déroulera au mois de mai et elle portera sur la partie économie circulaire, agriculture et alimentation. Bonne fin de journée à tous. J'espère qu'on se reverra bientôt, notamment durant cette prochaine visio. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.